Bienvenue chers vaporistes pour cette nouvelle édition de votre émission télédiffusée préférée de l'éco-vaporiste. J'ai l'honneur et le privilège de vous proposer aujourd'hui une toute nouvelle série de reportages consacrés au rétrofuturisme avec des interviews exclusives d'auteurs, d'artistes et de spécialistes du genre. Alors attachez vos ceintures et installez-vous confortablement devant vos ordivapeurs et autres machines analytiques pour un voyage hors du temps. Coupé. Et c'est dans la boîte. Formidable. Bon, maintenant on remballe et direction les bureaux pour l'interview de Monsieur Barillet. Bon, ça va, on est large. On a juste à récupérer le métropolitain un peu plus loin. Et Monsieur King nous attend à 14h tapante. Parfait. Bon, et après l'interview, on fait notre pactage et direction le grand voyage. Imaginez mon cher Sailor, l'éco-vaporiste présente C'était demain, une aventure rétrofuturiste. Et justement, j'allais vous en parler. Faudrait pas que c'est pas un peu risqué de partir à l'inconnu comme ça? Surtout dans le futur? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Non mais c'est vrai quoi, on sait même pas d'où il vient votre machin. Et si ça se trouve, c'est un piège de l'infâme baron. Sans net. Tout ça, c'est des histoires à dormir debout. Cet étrange bracelet rapporté du futur est sans danger. Et il marche parfaitement. Il a été expertisé par les plus grands savants. Le professeur Mycroft lui-même a fait tout un tas de petites expériences scientifiques et son verdict est sans appel. Mycroft, le célèbre professeur de la Brest Steampunk Society? Oui, et avec l'appui de ses confrères Futura Vapeur et Ostramus. Ostramus, le traité de la chronoportation? Oui, tout à fait. Et notre cher Futura Vapeur en a profité pour ajouter quelques petites modifications, dont l'ajout d'un rétrobot holovisuel. Holographique. Plaît-il? On dit holographique ou virtuel. Ça a l'air, mon garçon, j'ai parfois l'impression que vous venez d'une autre planète. Pas si bien dire. Ouais, et ben ce sera sans moi. Et si vous avez besoin d'aide, je serai pas loin. Mais attends, comment ça, pas loin? Diantre. Enfin de retour. Oui, j'écoute. Vous avez un message de la part de Monsieur King sur le lecteur à bande magnétique. Merci Margot. Je m'en occupe tout de suite. Bonjour juge, on n'attend plus que vous pour l'interview de Monsieur Barillet. La fenêtre temporelle est de 30 minutes. C'est bientôt à vous. À bientôt. Très bien. Merci Kin. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Étienne Barillet, grand spécialiste du rétrofuturisme et qui nous explique pourquoi il est inutile de se poser la question du steampunk. On peut se poser la question du steampunk de bien des façons différentes.
On peut même se poser la question de la définition du steampunk. On peut le faire sérieusement, on peut le faire en s'amusant, on peut même chercher à vous provoquer un petit peu. La définition du steampunk n'existe pas. Voilà une belle question qui fâche. Qu'est-ce que c'est que le steampunk? Qu'est-ce que l'on appelle steampunk? On peut regarder la couverture du roman Morlock Night de K.W. Jeter, publié en 1979. Le même roman va être réédité en 2011. Le même texte, deux couvertures différentes qui d'une certaine façon s'adressent à deux publics totalement différents. À gauche, on nous présente un roman victorien, le surgissement de la machine à explorer le temps d'H.G. Wells, tandis qu'à droite, on peut voir de nombreux codes visuels qui renvoient explicitement au steampunk. Ce qui signifie que, d'une édition à l'autre, notre regard a été éduqué sur la question même du steampunk. Pourtant, le steampunk n'a jamais été défini, n'a jamais été limité par une définition. Alors bien sûr, des définitions, on peut en trouver beaucoup. Une des plus célèbres, celle de Douglas Featherling, le steampunk est un genre qui imagine jusqu'à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. Cette définition fonctionne, elle est satisfaisante et pourtant elle va poser énormément de problèmes parce qu'elle ne me renseigne pas sur le point essentiel de me dire qu'est-ce que c'est que le steampunk, qu'est-ce qui est steampunk. Alors j'aimerais partir sur une idée que le steampunk n'existe pas en tant que tel. Le steampunk est une esthétique. Une façon d'utiliser une boîte à outils qui permet de faire des créations. Et dans cette boîte à outils, on va avoir quantité d'éléments différents. Il y a la présence d'une uchronie, donc une histoire alternative qui se déroule approximativement entre 1880 et 1914. Cette uchronie va mélanger des éléments qui vont être soit des éléments de science-fiction, de fantasy, de merveilleux. Mais il va y avoir bien d'autres choses qui peuvent être rajoutées encore et encore, qui vont complexifier à mesure le steampunk et sa définition. Parce que le problème de vouloir définir le steampunk vient de poser la question de est-ce qu'il est possible d'avoir une définition unique qui pourrait couvrir et définir toutes les variétés du steampunk, que ce soit le steampunk en littérature, le steampunk dans les arts graphiques, dans les arts plastiques ou encore en musique. Vous le voyez, cela pose problème. Il n'est pas possible d'avoir une définition qui serait la théorie du tout, de tout ce qu'est le steampunk. Et pourtant, pourquoi chercher à le définir ? Je pense qu'il s'agit d'une part parce qu'il s'agit d'un objet culturel et qui, dans ce cas, mérite d'être étudié parce qu'il s'agit de le comprendre, de comprendre ce qu'il est, donc d'avoir une perception d'où il vient et où il va. En effet, le steampunk est une évolution. Et je crois que plutôt que chercher à le définir en excluant des catégories, en incluant d'autres catégories, en un mot, en formulant une opinion personnelle, il est plus intéressant de penser le steampunk comme une histoire que l'on se raconte, et donc ce cas-là de l'étudier et de le considérer à la fois dans son histoire, qui dépasse maintenant les 30 ans, et aussi dans son évolution et dans toutes ses différentes itérations. Parce que quand on regarde le steampunk, on peut le voir comme étant à la fois quelque chose de totalement nouveau, quelque chose d'ancien, quelque chose qui a fait des propositions en permanence. Le steampunk est une révolution. Je crois que la difficulté de la définition du steampunk est qu'il est impossible de définir le steampunk en faisant une définition unique, qui comprendrait à la fois les premiers textes, l'apparition du mot en 1987, et qui intégrerait
toutes les variétés et toutes les expériences qui ont mené le steampunk. Aucun des créateurs steampunk des 20 premières années du mouvement ne se posait véritablement la question de ce qu'il était, il faisait. Et chaque fois que le steampunk va être intéressant, captivant, étonnant, c'est au moment où il propose quelque chose qui va être à chaque fois dans la continuité, mais aussi dans la rupture de ce qui aura été fait précédemment. Ce qui implique que définir le steampunk, c'est le comprendre aussi bien dans son histoire que dans ses perspectives, et accepter que la définition que l'on trouverait maintenant ne sera certainement ni valable demain, et encore moins avant-hier. Mon cher Étienne, le steampunk, d'accord, mais le rétrofuturisme alors? Le rétrofuturisme englobe le steampunk. Le rétrofuturisme est défini dans le dictionnaire comme étant le genre ou l'esthétique qui s'inspire de la science-fiction et de ses codes, combinant des références au passé et des éléments futuristes dans la littérature, la bande dessinée, l'architecture ou la mode. Le rétrofuturisme est un genre ancien, mais qui, en ce qui nous concerne, englobe aussi bien le steampunk, le dieselpunk, l'atompunk ou encore le clockpunk. Le rétrofuturisme date du tournant des années 80 et on peut isoler comme ça rapidement quelques œuvres, comme le Star Wars de 1977, qui, tout en étant un film de science-fiction extrêmement novateur à son époque, reprend quantité d'éléments qui renvoient directement à la science-fiction que lisait ou voyait George Lucas dans sa jeunesse. Blade Runner, en 1982, lui aussi va nous proposer à la fois un futur extrêmement sombre, dystopique, mais visuellement l'enrichit de tout ce futur noir, ce mélange entre la vision d'un monde passé et d'un monde moderne, comme si les esthétiques se mélangeaient et se fusionnaient pour créer quelque chose d'inédit à l'écran. La bande dessinée de Dave Stevens, le Rocketeer, tire son influence directement des serials comme King of the Rocketmen, qui racontaient des aventures d'hommes volants à travers l'espace. Et on pourrait citer encore le Brésil de Terry Gilliam, qui, dans le cauchemar administratif et kafkaïen qu'il nous présente à l'écran, nous donne à voir ce monde gris, ce monde mécanique, et ce monde où toute la science semble dériver directement d'un cauchemar issu des années 50. Le rétrofuturisme se nourrit des visions futures. Il va se nourrir de Flash Gordon, que ce soit le serial ou les livres. Il va se nourrir également de toutes les grandes œuvres du passé et de toutes les visions du futur qui pouvaient être données, que ce soit le Métropolis de Fritz Lang et bien évidemment les romans de Jules Verne ou encore d'H.G. Wells. Pour comprendre la mécanique rétrofuture, imaginons un auteur qui veut écrire, filmer, peindre, dessiner une histoire qui se déroule dans son futur. Il va donc faire de la science-fiction. Il s'adresse à ses contemporains qui vont recevoir son œuvre dans sa modernité. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, le temps passe. Ce qui fait que ce qui a été conçu, pensé, créé dans le moment présent, petit à petit, plus le temps va passer, plus les générations vont se suivre, plus ce moment n'appartiendra qu'à un passé plus ou moins lointain. Nous avons donc une vision du futur qui appartient au passé. C'est ce que l'on peut appeler non pas un futur, mais au contraire un rétrofutur. Le futur tel qu'il était imaginé dans le passé. Nous, par rapport à ce rétrofutur, on se situe toujours après. Parce que nous sommes dans le moment présent et on se retourne vers des œuvres anciennes, où on peut y voir soit de la préscience, de l'invention, de la nostalgie, de la curiosité, ou même avoir un sourire amusé, mais il y a cette distance du temps. Nous sommes dans notre moment présent, et toujours il y a des auteurs qui sont en train d'inventer d'autres visions du futur, et le mouvement se poursuit ainsi.
Mais que se passe-t-il si quelqu'un, au lieu de vouloir inventer une histoire qui se déroulerait dans notre futur, veut au contraire se tourner vers notre passé? Dans ce cas-là, sa démarche va être différente. Parce qu'il va se tourner vers ce rétro-futur, mais il a la connaissance du présent. Il a la connaissance de l'histoire. Il a la connaissance de l'évolution et de la direction qu'ont pris les choses. Ce qui fait que, en étant tourné vers le rétrofutur, en faisant office de rétrofuturisme, eh bien, on va créer une œuvre différente de ce que pouvaient faire les auteurs de l'époque. Et c'est pour ça que Jules Verne n'a jamais écrit de steampunk. Jules Verne s'adressait pour les lecteurs de son temps, pour ceux du moment présent. Nous sommes plus loin. Nous nous retournons vers lui et nous avons vers lui un regard qui est chargé du poids de l'histoire et de l'évolution du monde. Notre regard vers Jules Verne va toujours rester un regard rétro-futuriste. Qu'est-ce qui explique un tel engouement en France pour le steampunk, plutôt que les autres genres du rétrofuturisme? Je pourrais te retourner la question en demandant est-ce que nous voyons les choses ainsi parce que nous sommes français et que le steampunk se connecte nettement plus à notre culture et à notre héritage littéraire culturel national par le biais de Jules Verne que d'autres œuvres rétrofuturistes qui, elles, renvoient nettement plus à un imaginaire américain. C'est pour ça que la lecture de la Brigade chimérique est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que justement, il y a tout ce travail et toute cette interrogation sur la prégnance de l'imaginaire américain par rapport à tout l'imaginaire français qui, par bien des aspects, est perdu. Une dernière question, mon cher Étienne. Comment es-tu arrivé au steampunk? Quel est ton parcours? Et dans un monde uchronique, qui serais-tu? J'imaginerai certainement d'autres passés ou d'autres futurs bien différents du nôtre. En ce qui concerne mon parcours, je suis enseignant et j'ai commencé à écrire en 2006 un premier livre, Les nombreuses vies de Fantomas, publié aux Moutons électriques, consacré à la biographie mi-réelle, mi-fantasmée du maître du crime. Et c'est en 2010 qu'est sorti mon gros livre, Steampunk, point d'exclamation, qui était une étude sur l'histoire, les caractéristiques de ce qui était alors un genre encore émergent. Et par la suite, en 2014, il y a eu une deuxième édition, tout le steampunk, qui complétait et enrichissait ce volume. Chez ActuSF, j'ai publié un guide, un petit guide consacré à Philippe Cadic, et par la suite, avec Arthur Morgan, un guide consacré au steampunk qui a été réédité il y a quelque temps. Mais petit à petit, le plaisir d'écrire a débouché vers un appel vers la fiction. On peut dire ce que je serais une sorte d'écrivain à maturation lente. Et ce n'est que sur le tard que j'ai sauté le pas. Dans un premier temps, il y a eu le projet France Steampunk avec Arthur Morgan, les extraordinaires photos de Nicolas Meunier et le travail essentiel de Raphaël Granier de Cassagnac, publié aux éditions Nemos. Chez Nemos, j'ai travaillé également sur le volume Chai, consacré à Jack Vance, donc le maître du space opéra. Et ces dernières années, j'avais proposé à Cécile Duquesne, vous devriez vraiment lire ce que fait Cécile Duquesne, notamment sa série des Foulards Rouges, publiée chez Brajlon. Et je l'avais contactée en lui proposant un projet un petit peu fou, d'écrire un roman steampunk à 4 mains, avec trois contraintes, hein, que ce soit, plutôt que ce ne soit pas à Paris, que ce soit un steampunk qui se déroule en province, que le personnage principal soit une femme, mais qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour, et que le steampunk ne soit pas le steampunk, je vais dire le gros mot, le steampunk caricatural des robots géants, des boulons et des écrous, que ce soit un steampunk qui soit tout neuf dans une France de 1910, donc la France des Brigades du Tigre,
Et ce projet, donc les Brigades du Steam, publié chez ActuSF, a débouché actuellement sur l'écriture du tome 2, qui est en cours de rédaction, mais aussi, et ça c'est quelque chose de totalement nouveau et d'extraordinaire, sur la participation de Cécile et moi, en tant que superviseur, à la création du jeu de rôle des Brigades du Steam, qui devrait paraître en 2021. Merci mon cher Étienne pour toutes ces réponses éclairées, qui j'en suis sûr nous aideront à remettre nos pendules à l'heure. Très chers vaporistes, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle interview rétrofuturiste. Oui, Monsieur Sky, un nouveau message sur le lecteur à bande magnétique. merci Margot. Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. En automate de luxe alors. Mais vous êtes déjà un automate de luxe, Margot. Ah, mais j'ai failli oublier. Bon courage pour votre expédition dans le futur, monsieur. Merci Margot. Au revoir Margot, à très bientôt. Fin de transmission, le juge. Concernant l'expédition ce soir, on est en avance. Je vous envoie un opérateur de prise de vue et un technicien de machine temporelle. Ah, j'ai oublié, Monsieur Wells vous souhaite bonne chance. Il ne pourra pas être présent ce soir, mais il vous invite samedi prochain pour une soirée mondaine à Londres. Merci, Kin. À nous deux, mon bonhomme. Étrange. À utiliser avec d'extrêmes précautions, en cours de modification. Signé Futur à vapeur. Très bien, attention. Bracelet analytique. Bon, comment ça marche ce truc-là? Bonjour, je suis Clariska, relation humain, rétrobot. En quoi puis-je vous servir? Clarishka. Ça doit être le rétrobot holographique virtuel. Ma foi, rien ne nous empêche d'en savoir un peu plus. Clarishka, j'aimerais connaître le fonctionnement de ce petit bracelet analytique pour voyager dans le temps. Le Pip-Boy 2000 Mark VI a été conçu et élaboré par Robco Industries. C'est un modèle analytique multifonctionnel doté d'une interface graphique rétromoderne à la résolution optimale, couplée à une machine à différence miniaturisée. Il est équipé d'une radio, d'un compteur Geiger et d'un lecteur holoband monté sous l'écran. Il est capable de recevoir des appels et de communiquer à distance à l'aide d'une liaison satellite quantique, permettant également le voyage dans le temps. Voulez-vous en savoir plus? Merci, ça ira, Clarishka. J'ai hâte de partir et d'entreprendre ce voyage extraordinaire. Tel Christophe Colomb, à la découverte de l'Amérique. Ce soir, rendez-vous avec l'histoire. 5 sur 5. Hein? J'enregistre des coordonnées de navigation quantique. Non mais qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez, cette technique n'est pas encore arrivée.
espérons vous revoir bientôt à bord de nos vols transynchroniques en collaboration avec nos partenaires Red Rocket.